Encore une fois, mes excuses pour ce retard. Les bouchons sont aussi désagréables à Tunis qu'à Genève. Ce matin, je m'en suis payé un de 2 heures. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment ma veine aujourd'hui, c'est le jour des bouchons. Mais on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit, et on va, j'espère que vous me pardonnerez donc ce retard. Ceci étant dit, je veux absolument remercier, d'abord, je vous remercie beaucoup de cette présentation fort sympathique, mais qui me rappelle aussi toutes les années déjà passées. Commence un peu à se faire il faut maintenant commencer à préparer les autres générations à prendre leurs responsabilités et le pouvoir. Ensuite, je voudrais remercier aussi HD parce qu'effectivement, nos amis suisses et notamment HD nous ont beaucoup accompagnés justement dans d'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont partie prenante de ce processus de transition démocratique en Tunisie. Et je vous remercie tous de me faire l'honneur d'être avec nous. Et je vais essayer, autant que faire se peut, si vous voulez, de présenter la problématique et peut-être d'ouvrir le débat. J'ai toujours en tête la fameuse phrase de Dostoïevski qui disait que le plus grand orateur, s'il dépasse 20 minutes, suscite des envies de meurtre dans l'audience. Alors je vais tâcher de ne pas susciter trop des envies de meurtre. J'en souffre déjà assez par ailleurs dans d'autres domaines. Donc voilà, je vais essayer donc de me tenir on va essayer, disons, 20-25 minutes, et puis ensuite vous donner la parole. Alors, laissez-moi commencer par vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé justement au palais de Carthage, la responsable m'a fait faire le tour du locataire, je ne vais pas dire du propriétaire, mais du locataire, du nouveau locataire. Et alors elle m'a proposé de m'installer dans le bureau de Ben Ali, ce que j'ai refusé absolument en disant, d'abord c'est un horrible bureau, très vulgairement, les nouveaux riches, etc. Je déteste ça, donc je dis pas question. Elle me dit, il y a le bureau de Bourguiba. J'ai dit oui, là, j'aimerais bien m'installer, c'est quand même plus valorisant pour moi de m'installer dans le bureau du vieux lion que de m'installer dans le bureau d'un mafieux. Et là, donc je rentre dans ce bureau que j'ai reconnu parce qu'effectivement, dans le temps, il y avait la télévision le montrait notamment la carte de la Tunisie, donc ça évoquait en moi plusieurs souvenirs. Et puis ensuite, elle m'a laissé dans ce bureau et j'ai commencé à farfouiller un peu. Il y avait beaucoup de documents et je tombe sur quoi? Je tombe sur quelque chose d'extraordinaire. Je tombe sur la Constitution, la première Constitution de la République tunisienne, donc celle de 58. Et c'était la vraie Constitution signée par Bourguiba, donc l'original. Et là, je me rends compte qu'à ma grande honte, je n'ai jamais lu cette Constitution parce que j'ai toujours considéré que nos constitutions dans les pays arabes, c'est du blablabla. Ça sert. Donc je me dis, un homme comme moi ne perd pas son temps à lire des chiffons de papier qui servent à rien. Mais je me suis dit, je vais quand même lire cette constitution, puisqu'on était l'Assemblée constituante, on était là pour créer une constitution. Alors j'ouvre cette constitution et je la lis de bout en bout. À la fin, j'éclate de rire en disant, mais attendez, je vais tout simplement envoyer cette constitution à la constituante, et ils n'ont qu'à l'adopter parce qu'elle est parfaite. Parfaite. Nous avions une constitution d'un État démocratique, tous les droits de l'homme étaient respectés, c'était un régime, pratiquement un régime parlementaire, etc. Tout était parfait. Et c'est là que ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, attendez, tout le monde parle de transition démocratique, de transition vers la démocratie, mais parlons d'abord de la première transition, c'est-à-dire la transition vers la dictature. Comment est-ce qu'on est arrivé en 56 jusqu'à la Révolution, comment on a installé, à fur et à mesure, l'État dictatorial? Parce que la première transition, la plus intéressante qu'il faut étudier, c'est comment se fait la transition vers la dictature. Alors on peut me dire, oui, mais attendez, la Tunisie en 56, c'était pas un État démocratique pour qu'il fasse une transition vers la dictature. Non, mais c'était un État proto-démocratique. Pourquoi proto-démocratique? Parce que, nous étions sous la domination d'un État démocratique. Donc les valeurs, le rituel démocratique était parfaitement connu et maîtrisé par les Tunisiens. Bourguiba a vécu en France, il a été avocat et il s'est Belgica Essebsi, l'actuel président, a fait ses études de droit, etc. Toute l'élite tunisienne était une élite essentiellement francophone. Il y a une autre élite, on en parlera tout à l'heure, celle qui a donné l'islamisme. Mais l'essentiel de l'élite était une élite francophone, elle vivait donc dans un pays démocratique, elle en connaissait le rituel, elle connaissait les valeurs, etc. Et ce qui était en filigrane dans cette constitution, c'est que nous allons mettre en place une démocratie. Donc vous voyez que le problème ne date pas d'aujourd'hui, il est ancien. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce que croire que le processus démocratique, c'est la révolution, et non, c'est un processus qui a commencé déjà après l'indépendance, donc ça fait pratiquement plus de quelque chose comme 60 ans.
Alors, comment s'est installé progressivement l'État? D'abord, on est passé par une phase que j'appelle l'État autoritaire, et puis ensuite, on est passé par la dictature. Alors, qu'est-ce que c'est que l'État autoritaire? Pour moi, acteur politique, je ne rentre pas dans les discussions de savants. Pour moi, l'État autoritaire, c'est une dictature moins la corruption. La dictature, c'est l'État autoritaire plus la corruption. Donc, du temps de Bourguiba, Bourguiba a installé un État autoritaire, donc il a fait fi de cette constitution, il a installé un régime parti unique, il a dissous le Parti communiste, qui faisait partie donc du spectacle démocratique ou proto-démocratique en Tunisie. Il y avait plusieurs partis, donc c'est le régime unique, c'est le culte de la personnalité, c'est le contrôle de l'information, c'est le contrôle de la société, c'est les élections trafiquées à 99%, c'est la présidence à vie en 74, et c'est le refus d'élections libres et honnêtes en 81, où il a fait barrage à toute évolution démocratique. Donc l'État autocratique passe progressivement à l'État, donc à la dictature. Arrive Ben Ali, donc qui perpétue le système en faisant semblant de s'y opposer, et là il introduit l'autre composante qui est la corruption. Et cette corruption est allée en grandissant. Et alors qu'est-ce qui fait que dans ces dictatures ils sont brutaux, c'est la corruption, parce que la corruption, c'est la peur de la découverte de la corruption. Donc on empêche la liberté de la presse. C'est la peur d'être dénoncé. Donc on va être extrêmement brutal vis-à-vis de ces gens qui peuvent révéler vos secrets, etc. Donc la corruption a été le principal responsable de la répression qui s'est abattue sur le pays pendant plus de 20 ans. Donc vous voyez comment, par le refus donc, de l'installation de cette constitution que Bourguiba avait signée, on est passé de l'État, donc progressivement de l'autoritarisme à la dictature. Et puis progressivement, cette dictature est allée crescendo en étant face à la société, et alors il va y avoir le clash de 2010. Alors parallèlement, ou indépendamment, ou pas parallèlement, de sens contraire, vous avez l'évolution de la société civile, qui elle, pendant que la dictature, ou plus exactement le système dérapait d'une proto-démocratie donc un État autoritaire, puis un État autoritaire et corrompu, donc à une dictature, vous avez une autre plaque tectonique, entre guillemets, plaque tectonique politique, qui, elle, fonctionnait dans le sens inverse, qui est celle de la société civile. Alors là, bon, il y a le peuple, c'est-à-dire les millions de Tunisiens, et puis ensuite il y a la société, c'est-à-dire ce peuple qui s'installe en communauté, qui vit ensemble, puis vous avez la société civile, qui est l'expression dynamique de cette société, où vous avez des groupes qui s'installent pour traduire la volonté profonde de cette société et qui essaient de l'orienter dans une direction donnée. Alors la société civile tunisienne, et c'est ça, et là tout à l'heure nous allons parler des autres pays arabes, c'est ça la spécificité fondamentale de la Tunisie, c'est que alors qu'on a donc cette déchéance de l'État, vous aviez un mouvement inverse d'une société civile qui n'a fait que grandir, que grossir, que prendre de la place, et ceci indépendamment et en contradiction, puis en lutte avec l'État totalitaire, puis ensuite l'État dictatorial, c'est-à-dire corrompu. Alors progressivement, on a vu, et c'est ça le phénomène fondamental qu'il y a eu, parce que, encore une fois, la Tunisie était un État proto-démocratique après l'indépendance. À la fois son contact avec l'Occident, à la fois le fait qu'il y ait des élites de très bonne qualité, etc. Tout cela faisait qu'il y avait des germes déjà de ce que j'appelle l'État proto-démocratique de la société elle-même. Alors moi j'avais toujours tendance à parler dans les années 90 des 7 piliers de la société civile tunisienne. Alors ces 7 piliers, c'était le mouvement étudiant, qui était un mouvement extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est ce mouvement étudiant dont les chefs sont aujourd'hui pratiquement à tous les échelons du pouvoir. Le syndicat, l'UGTT, a joué un rôle très important dans l'histoire de la Tunisie. Ça, c'est une grande spécificité de la Tunisie, c'est d'avoir un mouvement syndical puissant depuis déjà avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc le mouvement étudiant, le mouvement syndical. Ensuite arrive sur le marché, si je puis dire, la Ligue tunisienne des droits de l'homme en 1977, qui a joué un rôle extrêmement important en tant que parlement de la société civile, justement contre l'État, qui s'installait déjà, qui commençait déjà à déraper vers la dictature. Ensuite, les associations, et notamment les avocats ont joué, le barreau a joué un très 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 grand rôle dans les combats pour les libertés publiques. Ensuite, il y a eu le mouvement féministe. Les femmes ont été toujours un grand enjeu politique en Tunisie, contrairement à tous les autres pays arabes.
Alors, le mouvement féministe, notamment représenté par un petit groupuscule pratiquement, qui s'appelle, ou un petit groupe, l'Association des femmes démocrates, a joué un rôle politique très important parce que la question des femmes était pas mal manipulée par le pouvoir, de telle façon que, voilà, la Tunisie avance par les femmes. Et ces mouvements de femmes ont dit, hey, hop, stop, arrêtez donc la manipulation de cette question. Les femmes, c'est pas une question de sexe, de mariage, etc. Les femmes, c'est des citoyennes. Nous nous battons pour la démocratie, etc. Et donc, ce mouvement féministe de seconde génération a permis justement la maturation de ce concept, à savoir, nous luttons pour la citoyenneté, l'histoire de l'égalité homme-femme au mariage, etc. Tout ça, c'est fini. Vous n'allez pas nous embêter avec ça. Et soi-disant que vous avez fait ça, vous allez oublier que les femmes sont aussi des citoyennes. Donc, le mouvement féministe de seconde génération a beaucoup joué donc, dans cet enrichissement de la société civile. Puis ensuite, il y a les partis politiques qui se sont institués malgré l'État, dans le mien, le parti que j'ai créé, le Congrès pour la RIC, en 2001, on a dit, nous, on s'instaure en tant que force politique et on ne demande pas l'autorisation. Alors, d'ailleurs, j'ai eu plusieurs procès, pour constitution d'un parti illégal. Mais on a dit, attendez, la légalité, nous, on la tient de nos droits de l'homme, de la Convention internationale des droits de l'homme, de la charte, etc. On ne tient pas de vous. Donc nous allons fonctionner, et beaucoup de partis politiques ont fonctionné comme ça, contre l'État. Puis ensuite, il y a toute une partie de la société civile qui est restée en arrière, qui est essentiellement le reliquat de la société civile d'avant l'indépendance, qui était plutôt musulmane et non pas islamiste, plutôt conservatrice, etc., qui avait beaucoup travaillé à l'époque, et qui, elle, va être la pépinière d'où vont sortir les mouvements islamistes. Donc voilà, vous avez une société qui s'est auto-organisée indépendamment de l'État. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Donc on voit deux plaques tectoniques. Moi j'aime beaucoup les comparaisons géologiques parce que je suis fanatique de ces... J'aime beaucoup les volcans. Je vais vous parler d'ailleurs des volcans tout à l'heure. Donc pour moi c'est... Donc je réfléchis toujours en images. Parfois c'est trompeur, mais parfois ça aide aussi à expliquer. Donc vous avez l'impression que ce sont deux plaques tectoniques. Un État qui est en train de progressivement de s'installer dans l'autoritarisme, dans la corruption, dans la répression, et qui va dans un sens, et une société civile qui, elle, grandit, devient de plus en plus puissante, et l'État ne peut rien faire contre cette... Ce n'est pas le temps de vous raconter les batailles homériques qu'on a eues avec le pouvoir de Ben Ali dans la Ligue des droits de l'homme, etc. Ça prendrait des heures et des heures. Mais il y a eu une confrontation, une bataille, donc affrontement de ces deux plaques tectoniques fonctionnant dans deux sens tout à fait inverses. Boum, arrive la révolution de 2010. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, si vous voulez, la confrontation entre un État fonctionnant dans un sens et une société civile fonctionnant dans l'autre est arrivée à un tel point que on ne pouvait plus coexister. Il fallait que ça disparaisse. Or, les sociétés ne disparaissent pas devant un État corrompu. C'est l'État corrompu qui disparaît devant une société. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pourquoi en 2010? Pourquoi est-ce que c'est à l'occasion de ce phénomène, etc. Je vous dirais franchement que j'en sais rien. Bien malin, celui qui est capable de dire que tel événement va arriver à tel moment, etc. Il fallait que ça arrive, toutes les conditions étaient réunies. Il y a un troisième facteur, peut-être, un facteur qui peut expliquer, c'est la crise financière de 2008. Alors vous dites quel rapport? Ben, le rapport, il est clair, c'est-à-dire que notre économie est tributaire à 80% de l'économie européenne. Quand l'économie européenne stagne, la nôtre stagne. Quand vous avez dans un pays de la corruption et de la pauvreté, vous pouvez tenir, un État peut tenir tant qu'il y a un minimum requis pour les gens, pour supporter, etc. Mais à partir d'un certain niveau de misère donc élevé et de corruption élevée, vous avez une réaction qui peut se développer à n'importe quel moment et qui peut faire exploser le pays. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà une première phase de cette fameuse transition démocratique tunisienne. La révolution. La société civile l'a emporté d'une certaine façon grâce à un événement extérieur qui a été... C'est pas la société civile qui a fait la révolution, ce ne sont pas les militants des droits de l'homme, ce ne sont pas les syndicalistes, ce ne sont pas les étudiants qui sont sortis dans la rue, c'est la jeunesse pauvre, etc. Mais de toutes les façons, il fallait que ça arrive et il y avait c'était pratiquement inéluctable. Alors là, on rentre dans la deuxième phase qui est la phase de la période intermédiaire,
de ces 3 années où j'ai eu l'honneur, moi, d'être à la tête de l'État. Et là, j'ai pu observer comment cette société civile continue encore véritablement à enquister l'État. Et comment l'État qui avait la prétention sous Bourguiba de contrôler la société, comment cet État est en train de littéralement de tomber sous le contrôle et la domination de la société civile. Et c'était magnifique à voir. Alors, il y a trois choses qui, pour moi, sont objet d'une très grande fierté pendant ces 3 années, où on a vu vraiment donc, cet État proto-démocratique à qui on n'a pas autorisé l'accès à la démocratie pour toutes sortes de raisons, reprendre le dessus, pratiquement 30 ou 40 ou 50 ans après, et puis ensuite, le processus continue à se faire. Alors, il y a 3 choses qui m'ont beaucoup comment dire, qui m'ont frappé, parce que moi, je suis à la fois acteur et à la fois observateur. Vous avez parlé de ma 3e vie en tant qu'écrivain. Effectivement, moi, tous les soirs, je rentre après les batailles, etc. Tac, 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 j'écris. Je me dis, pas ça va me permettre un jour de théoriser, de faire un beau bouquin et d'être le théoricien de cette révolution. Etc. Donc, je suis à la fois acteur et observateur. J'ai beaucoup observé. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu cette phase intermédiaire, donc ces 3 années, je me dis, il y a 3 choses extraordinaires qui ont eu lieu dans ce pays. La première chose, c'est la discussion de la Constitution. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse pour... Dites-vous, les envies de meurtre, ça va ou je peux continuer? Je peux continuer. Bon, parce que là, on arrive dans la zone dangereuse des 20 minutes. Donc quand on a commencé à travailler sur la Constitution, il y a eu plusieurs grands théoriciens, grands professeurs de droit, il y en a 3 ou 4, qui sont venus me dire, mais Monsieur le Président, la Constitution, c'est compliqué, etc. Nous avons fait des constitutions toutes prêtes. Et ils m'ont donné des constitutions toutes prêtes. Alors moi, je les prenais, ces constitutions toutes prêtes, je ne les mettais pas à la poubelle parce que je suis un homme poli, mais je les mettais dans un tiroir et je les laissais là-dedans. Je ne les regardais même pas. Je me dis, voilà des professeurs de droit, ou voilà des intellectuels qui comprennent rien à rien, qui comprennent pas ce qui se passe, qui comprennent pas qu'une constitution doit être un débat long, un débat approfondi, après lequel la population s'approprie ce texte. Ça n'a rien à voir avec un texte qu'on soumet pour référendum et puis au revoir et merci. Or, c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est probablement ça qui a fait que la Tunisie s'en tire pas mal. C'est qu'il y a eu un débat autour de la Constitution. Ça n'a pas été imposé. Il y a eu, vous n'avez pas idée, il y a eu des centaines et des centaines de réunions. Les commissions ont écouté tout le monde, les associations de femmes, les associations de sourds mouillés, les associations des amis des Canaries, tout ce que vous pouvez imaginer. Il fallait entendre tout le monde. Et tout le monde a été entendu. Et puis ensuite, le débat a été... il est sorti de la Constituante, il est allé dans les provinces, dans les régions. Donc il y a eu un débat extraordinaire. Ce qui fait que moi je dis toujours, la Constitution tunisienne n'a pas de père, elle en a des milliers, des dizaines de milliers. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, la Constitution a été acceptée. Et ça a été la quadrature du cercle. Vous n'avez pas idée à quel point, par exemple, le mot charia aurait pu faire exploser le projet. Il a fallu débattre des nuits entières sur ce concept. On le met pas, pourquoi est-ce qu'on le met pas, etc. Et en fin de compte, on l'a pas mis et c'était une très bonne chose parce que ça aurait été un clash incroyable, ça aurait divisé les Tunisiens. Et chacun a fait, toutes les partis politiques ont fait chacun de son mieux pour qu'effectivement on écrive un texte qui est capable de rassembler tout le monde. Et moi je me souviens qu'à 1h du matin, quand je regardais le 26 janvier les constituants s'embrasser, les extrémistes, entre guillemets, de droite et de gauche, etc., je me suis dit, quel miracle, quel miracle. C'était un vrai miracle de voir une société avec toutes ces contradictions, avec tous ces problèmes, etc., enfin se mettre d'accord sur un texte commun pour dire, c'est ça qui va nous réunir dorénavant, c'est ça notre tunisianité commune. Deuxième chose, le dialogue national. Le dialogue national n'a jamais cessé. Effectivement, c'est une tradition. Et c'est une tradition qui vient de sous la dictature. C'est-à-dire, sous la dictature, s'il y a une bonne chose que Ben Ali a faite, c'est qu'il nous a fédérés. Nous étions tout le temps en discussion. Et donc, après, ces discussions ont tout simplement continué. Donc, le débat national ne s'est jamais arrêté. Et c'est ça aussi qui a évité à la Tunisie donc de passer toutes les tentatives, parce qu'il y a eu des tentatives de bloquer, des tentatives de dévier, des tentatives de saboter, etc., mais qui n'ont pas marché. Et la troisième chose, ce sont les élections. Nous avons fait des élections libres. Il y a eu des irrégularités.
je peux dire même dont j'ai été la principale victime, mais peu importe. L'essentiel, pour moi, c'était que on est quand même, nous sommes retournés vers la population et leur a dit, nous tenons le pouvoir de vous et de nulle autre force politique, donc c'est à vous de décider. Et moi, j'ai eu un moment très difficile le 22 décembre, parce que je conteste des résultats. Est-ce que je dis non, la chose la plus importante, c'est la stabilité dans ce pays. La chose la plus importante, c'est que nous puissions éviter les confrontations, etc. Il est hors de question que la Tunisie passe par des scénarios comme dans certains pays africains où j'ai dit la chose la plus importante, encore une fois, c'est la stabilité et que le sang tunisien ne coule pas. Alors, vous me dites, tout ça, peut-être c'est la sagesse de la classe politique tunisienne. Oui, mais cette sagesse de la classe politique tunisienne, elle vient d'où? Elle vient du peuple lui-même. C'est-à-dire, qui sommes-nous, nous, les hommes politiques, les femmes politiques, etc. Nous émergeons de ce peuple. Et donc, c'est peut-être la sagesse de ce peuple, de sa modération, qu'il faut... c'est cette sagesse-là qu'il faut reconnaître. Maintenant que j'ai parlé de la Tunisie, j'espère que je vous ai montré un peu toute la complexité et toute la difficulté. Alors, parler du monde arabe, moi, ça me pose un grave problème. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis libre, je ne crains pas l'incident diplomatique, je suis responsable de ce que je dis, donc ce n'est pas du tout par diplomatie que je ne veux pas parler de ces pays un à un. Mais tout simplement par honnêteté, parce que la complexité est telle que le monde arabe, c'est 22 États, et dans chaque État, ce sont des situations dynamiques extrêmement différentes. Moi qui suis dans ces batailles politiques depuis 30 ans en Tunisie, je vous assure qu'il y a des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des facteurs qui me dépassent. Je sais qu'il y a Donc, aller expliquer la situation en Égypte, en Syrie, etc., ne comptez pas là-dessus sur moi. Par contre, ce que je peux vous dire, et là, je suis absolument sûr, c'est que là, si on reprend un peu l'image de plaques tectoniques et de volcans dont je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu cette image de volcans et de plaques tectoniques parce que l'image de printemps arabe m'a toujours mis mal à l'aise. Parce que c'est quoi un printemps? C'est des fleurs, les oiseaux, etc. Et même le mot de transition, cette image de printemps, elle est discutable. Même le mot de transition, lui aussi, parce que quand on parle de transition, on parle d'un processus tranquille, etc. Or, ce qui se passe, ce sont des transformations de passage d'État à État chaotiques, dans le sens chaotique, c'est-à-dire imprévisible, violent. Les transformations qui se font dans le monde arabe, y compris en Tunisie, ont été des transformations violentes. Pendant sous la dictature, il y a eu des dizaines et des dizaines de morts qui sont sous la torture. Il y a des milliers de prisonniers politiques. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont partis en exil. La révolution, il y a eu 308 morts. Il y a eu 2000 blessés, rien qu'en Tunisie, qui est le pays. Donc, vous avez des transformations qui sont des transformations chaotiques et cataclysmiques. Ça n'a rien à voir avec une transition comme ça. Même quand on parle de transition pacifique. La Tunisie est une transition pacifique, oui, parce que les 3 dernières années, effectivement, l'État n'a pas fait de violence contre la société, mais la violence, elle est partout. Nous avons eu plus d'une 40aine de morts de nos soldats victimes du terrorisme. Il y a eu deux de nos hommes politiques importants qui ont été assassinés, etc. Il faut garder cette image que c'est effectivement quelque chose de violent et de cataclysmique. Quand vous arrivez dans des pays comme la Libye, la Syrie, etc., vous voyez l'extrême violence de ces transformations. Alors pourquoi est-ce que la Tunisie a échappé, par exemple, à cette extrême violence qu'il y a dans ces pays-là? Il faut comprendre que, moi je dis toujours, si on reprend cette image du volcan, imaginez la chambre magmatique, vous mettez dedans une quantité de pauvreté, une quantité de corruption, et puis vous bouchez par un système autoritaire, un système corrompu, un système violent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Plus la quantité de corruption et plus la quantité de pauvreté augmente, plus la violence en haut augmente et plus vous avez une explosion violente. C'est ce qui se passe en Syrie. En Syrie, vous ne pouvez pas comprendre la violence de ce qui se passe actuellement en Syrie si vous n'avez pas en tête la violence de la répression, c'est-à-dire la force où on a voulu enfermer le peuple syrien et la quantité d'injustice, la quantité de corruption, la quantité de pauvreté qu'il y avait dans ce pays. Et donc, l'explosion de violence qu'il y a dans ces sociétés est directement proportionnelle, si je puis dire, évidemment, ce n'est pas tout à fait exact, de la quantité de problèmes qu'il y a eu dans ce pays.
Alors la Tunisie, ça a été un gentil volcan, il a explosé une fois et puis s'est calmé, parce que justement on n'a pas remis de bouchon, parce que la quantité de pauvreté et la quantité de corruption étaient à peu près... Bon, mais quand vous comparez par exemple à d'autres pays, vous voyez la différence. Ensuite, si la Tunisie s'en tire, c'est pas tellement à cause de la sagesse, entre guillemets, de sa classe politique, mais pour des raisons structurelles. Si vous comparez à la Libye, par exemple, la Libye n'a pas de société civile. Kadhafi a empêché la Libye d'avoir une société civile, alors qu'en Tunisie, Ben Ali n'a pas pu empêcher, parce que c'est un vieux peuple, un peuple civilisé, un peuple, etc., organisé. Et donc, voilà la différence entre la Libye. Si vous prenez, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État en juillet 2013 en Tunisie, après le coup d'État égyptien, pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Pourquoi est-ce que l'appel à l'armée, parce qu'il y a eu des appels à l'armée, l'appel à prendre la constituante d'assaut, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, nous n'avons pas une armée putschiste, nous n'avons pas une armée qui a des affaires économiques, nous n'avons pas l'armée chez nous n'a pas de tradition, de coup d'État, etc. Si vous prenez par exemple par rapport à un pays comme la Syrie, là aussi, la Tunisie est un pays homogène. Heureusement, c'est un pays de classe moyenne, c'est un pays où 99% des gens sont arabes, musulmans, sunnites, malikites, etc. Donc ça aide beaucoup. Donc ce sont des raisons structurelles qui font que, effectivement, le niveau de violence n'est pas le même. C'est pour ça que je dis, il n'est pas possible de généraliser sur des pays. Chaque pays, en fonction de niveau de corruption, niveau de pauvreté, à quelle violence le bouchon est mis en haut, etc., en fonction de sa structure sociale, etc., va évoluer différemment. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dans toute cette zone sud de la Méditerranée, vous avez une zone de haute sismicité. Et les volcans... le volcan syrien explose maintenant depuis 4 ans, parce que vous savez qu'il y a le Kilauea à Hawaï qui bave depuis des années et des années. Vous avez toutes sortes de formes dans l'espace physique, vous avez toutes sortes de volcans. Dans le monde politique, vous avez aussi des volcans de forces différentes et d'intensités différentes. Donc je ne sais pas quand est-ce que le volcan syrien va arrêter d'exploser. Je ne sais pas si le volcan égyptien va exploser. Parce que là, on revient à la situation antérieure avec beaucoup de corruption, beaucoup de pauvreté et maintenant beaucoup de répression. Et moi, je suis très inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays. Une zone de haute sismicité dans toute la région sud de la Méditerranée. Le Maghreb peut-être moins. Mais une zone de haute sismicité avec des explosions volcaniques à venir. Parce que depuis l'indépendance, nos États arabes n'ont pas pu trouver la solution. Nous n'avons pas pu trouver la solution. À la fois, c'est l'échec de l'État national qui n'a pas pu faire et le développement et la liberté. Il nous a donné ni la liberté ni le développement. Tous les régimes autoritaires qui se sont installés, c'était sous le prétexte on va gagner du temps comme ça en étant un régime autoritaire pour développer le pays. Eh bien, on a eu l'autoritarisme, on n'a pas eu le développement. Et c'est une règle générale dans l'ensemble du monde arabe. Et ensuite, c'est l'échec aussi des coopérations régionales. Parce que, contrairement à l'Europe, contrairement à l'Asie, à l'ASEAN, contrairement y compris à l'Afrique subsaharienne, les États arabes sont restés des propriétés privées et qui étaient incapables de travailler ensemble et donc ont complètement perdu la possibilité d'avoir un développement qui aujourd'hui ne peut être qu'un développement régional et intégré. Alors vous me dites, donc c'est la cata. Donc non. D'abord, je suis très optimiste pour la Tunisie. Je pense que la Tunisie a toutes les chances d'avancer dans le processus démocratique. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est essentiellement l'ancien régime, doivent faire fonctionner un État démocratique. Ils doivent aller aux prochaines élections. Et aux prochaines élections, ils peuvent subir exactement ce que moi j'ai subi, c'est-à-dire le vote sanction. Les gens s'attendent... Après une révolution, les niveaux d'expectative étaient très hauts. Les gens veulent des choses. Et c'est quelque chose de tout à fait connu dans tous les pays. En général, ceux qui prennent le pouvoir immédiatement après une révolution, ils ont très très peu de chances d'être réélus. Et ça, je le savais, parce que moi, je suis un lecteur de l'histoire. Mais ce que je sais aussi, c'est que les gens qui viennent après viennent avec beaucoup de promesses. Et très rapidement, les gens savent que ce n'est pas du tout vrai, etc. Donc, rebelote, ce qui fait que
Nous avons ouvert en Tunisie maintenant le champ à l'alternance démocratique, comme dans n'importe quel pays, avec une opposition et un gouvernement. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'opposition et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que, justement, progressivement, on installe, on réalise les objectifs de la révolution. Ailleurs, maintenant, ailleurs, je suis plus pessimiste, mais à court terme. Parce que regardez un peu ce qui se passe. Imaginez que vous regardiez l'histoire de... Vous savez, l'histoire de la Chine, c'est une histoire très longue. Imaginez que vous venez et vous regardez l'histoire de la Chine mettons, de 1848 à 1949, de la guerre de l'opium jusqu'à 1949. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une Chine divisée, une Chine pauvre, une Chine humiliée, et puis quelqu'un qui regardait ça aurait du mal à imaginer la Chine d'aujourd'hui. Même chose, si vous prenez l'histoire de l'Europe, et vous venez, vous regardez la fenêtre, 1930, 1945. Voilà une Europe en pleine débandade économique, avec des mouvements fascistes, des mouvements nazis, etc. La guerre, l'Holocauste, la barbarie nazie, les camps de concentration, etc. Et ensuite, vous voyez toutes les villes d'Europe complètement détruites, etc. Vous dites, quel va être l'avenir de ça? Ben non. La force de la vie fait que ce ne sont que des parcelles de l'histoire. Aujourd'hui, dans le monde arabe, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez sur une brève période de temps, vous avez l'impression que c'est fichu, c'est fini. Et alors là, je ne parle pas de toutes les bêtises que j'ai entendues durant ma vie. La démocratie, c'est pas pour les Arabes. L'islam, c'est contre la démocratie, etc. Tout ça, c'est des stupidités. C'est du même genre qu'interdit aux Chinois et aux chiens. Donc ce discours racialiste, culturaliste n'a aucun avenir. Il faut regarder que les Arabes, comme tous les êtres humains, il y a des forces de destruction, des forces de construction. Ils fonctionnent par le défi, ils fonctionnent par... Et il y a une phase où des choses doivent être détruites. La violence doit aller jusqu'au bout, malheureusement. Et à un moment donné, vient le temps de la reconstruction. Donc ce qui est en train d'être détruit aujourd'hui, c'est l'ancien système politique arabe, avec son chef, sa dictature, sa corruption, etc. Aujourd'hui, les sociétés explosent, les sociétés sont en train de s'organiser. Je vous ai décrit le processus de construction de la société arabe, tunisienne. C'est dans toutes les sociétés civiles arabes, c'est pareil. Ça grandit, ça gonfle, les femmes, les jeunes, les étudiants, les ceci, les cela, progressivement. Et donc, moi, je m'attends à ce que cette phase de destruction, qui est une phase douloureuse, une phase pathétique, une phase dramatique, se terminera, comme se sont terminées les guerres en Europe, comme se sont terminées les guerres en Chine, etc., et qu'il va y avoir une phase de reconstruction. Alors moi, ce que je travaille pour, avec ces écrits, etc., c'est déjà d'anticiper cet avenir, de préparer cet avenir, de le préparer dans les rêves, de le préparer dans l'imaginaire, etc., nous allons aller vers quoi? Vers la constitution, enfin, d'États démocratiques, de sociétés démocratiques, de réconciliation avec les valeurs universelles, d'apaisement des tensions, notamment avec de conception plus modérée de l'islam, d'une union arabe à l'échelon, à l'image de l'Union européenne. L'année dernière, j'ai assisté au dernier sommet arabe et j'ai fait un discours en disant il faut dissoudre la Ligue arabe, il faut maintenant créer une Union africaine. Et, ils ont fait une tête comme ça. Vous imaginez un peu. Je savais très bien que je prêchais à des sourds, mais je savais que ces idées-là doivent être implantées aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, l'avenir, il n'est pas... vous allez dire, le meilleur n'est pas toujours certain, mais le pire non plus. Le pire non plus, nous sommes dans une phase de destruction, construction, nous sommes dans une région du monde extrêmement vivante, même si elle passe par des moments dramatiques et difficiles. Alors, voilà, un, priez pour nous, deux, soyez avec nous pour ces combats, parce que ce sont aussi les vôtres, parce qu'après tout, ce qui assurera la sécurité de l'Europe, c'est une rive sud complètement apaisée, démocratique, prospère, etc. C'est ça qui va assurer, parce que la forteresse Europe face à un sud complètement dévasté, en ébullition permanente, c'est cuit, hein, c'est pas du tout. D'autant plus que cet espace-là peut être aussi un espace de coopération, de développement économique, etc. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous m'avez pardonné le fait que je n'ai pas tenu ma promesse des 20 minutes. J'espère que je vous ai apporté quelques éclairages. J'espère surtout que je vous ai apporté l'éclairage, un, sur la complexité,
sur la difficulté donc, de mettre ça dans des cadres extrêmement étroits, et aussi sur le message d'espérance. Je ne veux pas que vous partiez d'ici avec l'idée que non, il y a, de l'autre côté, vous avez des êtres humains qui se battent pour une meilleure vie, qui relèvent des défis, qui font faire à des difficultés, qui sont vos combats à vous. Moi, je dis toujours, quand un peuple... je suis content quand la démocratie avance dans un pays d'Afrique noire, je suis content parce que je sais que ce sont mes combats. D'une certaine façon, nous sommes tous liés à ces valeurs. Et d'une certaine façon, nous sommes tous sur la même barque. Et donc, ces combats ne doivent pas être vécus par certains d'entre vous comme étant quasiment des combats exotiques. Ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres, ce sont les nôtres. Si nous avons tous les mêmes valeurs d'universalisme, de droits de l'homme, d'égalité, etc., ce sont aussi bien nos batailles que vos batailles. Voilà, en tout cas, merci pour votre patience et je suis prêt à écouter vos questions, si ça vous. Oui, d'accord.